احتضن مركز روابط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ندوة علمية بحضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين في تلكي الماستر والدكتوراه حول موضوع رهانات الحق التفكير حول التطور القانوني بالمغرب. Il sera toujours encore pour moi l'occasion, il sera toujours pour moi l'occasion de faire ce jeu, disons, d'articulation et qui nous semble extrêmement nécessaire parce que c'est dans la pluridisciplinarité que l'on peut parfois un peu mieux comprendre les choses. Rester dans son mode de spécialité, si on peut dire les choses de cette façon, parfois, disons, limite notre capacité de comprendre un peu le réel. On a besoin un petit peu, dans les limites évidemment, de certaines limites, de faire contribuer un peu plusieurs perspectives, plusieurs disciplines, sans pourtant prétendre spécialiste de tout, loin de alors, dans cette conférence, on va en quelque sorte le tournement de la réflexion et des publications sur les questions du droit, de la sécurisation, les questions disons, politique. Tournement dans ce sens que, une fois que l'on a un petit peu fait tout ce travail de publication, de réflexion, on est, mais en tout cas, je suis amené un petit peu, quelque part, à faire état d'une certaine, j'allais dire, déception. Pourquoi? Parce que l'observation que j'étais amené à faire est la suivante. Autant le droit est donc la réalité sociale et politique quelque chose de très important, autant cette importance n'est pas tout à fait bien reflétée dans la manière dont les sciences sociales approchent le droit, ou la manière, parfois même chez les juristes, de faire connaître, de défendre sa discipline. Alors, il me semble que le droit est mal servi. D'abord par le juriste, par le maître des lieux, si je puis dire, lui-même. Pour la simple raison que, en général, la conception qu'il donne du droit est une conception un petit peu, excusez le terme, policière. C'est-à-dire qu'en fait, le droit est conçu surtout comme le garant de l'ordre, de la sécurité. Et quelque part, ça me semble appauvrir un petit peu l'enjeu du droit. Le droit est également mal servi par le sociologue. J'ai quelques sensibilités parfois en la matière, parce que le sociologue en général réduit le droit au formel, à l'idéal, donc quelque part un peu à l'utopie. Et donc, d'une certaine manière, il ne reconnaît pas au droit, disons, la capacité d'être une entrée pour comprendre le réel, puisque c'est toujours quelque chose qui relève du devoir-être, non pas de l'être, de ce qui est, mais de ce qui doit être. Et donc, d'une certaine manière, le sociologue ne trouve pas, disons, son profit dans le droit, dans l'approche du droit. Certes, le sociologue s'intéresse au droit. Il en fait même l'objet de spécialité de la discipline, puisqu'il y a une sociologie du droit. Mais en général, il réduit le droit à une dimension organisationnelle et professionnelle, de sorte qu'il ne donne pas, il ne confère pas l'intérêt à la normativité en tant que telle, et éventuellement donc à l'incidence, à l'impact que peut avoir la normativité dans la réalité. Alors, il y a l'anthropologue. L'anthropologue, il est représenté ici par Hassan, qui lui est un petit peu, j'allais dire, un peu plus généreux, si je puis dire, à l'égard du droit, parce qu'au fond, il reconnaît du sens au droit, parce que, bon, le droit fait partie donc, de la culture. Il approche donc le droit en tant que dimension culturelle d'une société. Mais, que ce soit l'anthropologue ou le juriste, le sociologue étant toujours à les accuser de juridisme,
parce qu'ils font du droit, donc du formel, une sorte d'entrée pour l'étude de la société, alors que ça ne peut pas être le cas. Alors ce que je voudrais faire, c'est un petit peu dans cette conférence, un petit peu mieux réhabiliter le droit, le valoriser un peu plus. Et cette valorisation n'est possible, j'allais dire, qu'en combinant à la fois le dehors et le dedans. Le dehors, c'est-à-dire faire en sorte que l'on approche le droit à partir d'une perspective non juridique, c'est-à-dire d'une perspective qui sont sociales, sociologie, anthropologie, l'histoire également, philosophie également, c'est extrêmement important, mais également du dedans, sachant que le juriste, par sa connaissance de l'intérieur du droit, il est amené, il est appelé au fond à mieux aussi faire jouer au droit un rôle important. Ce n'est possible qu'à la condition qu'il sorte de temps à autre un peu de son domaine et qu'il puisse un peu s'articuler à d'autres disciplines, à d'autres perspectives. Donc c'est un petit peu ce travail que je vais faire. Donc je vais un petit peu parler de l'enjeu et des enjeux du droit. Les enjeux sont multiples, on va le voir. Tous les enjeux, au fond, convergent vers le fait que le droit est un enjeu fondamental. Il faut un petit peu reconnaître, réhabiliter au droit cette dimension fondamentale dans la réalité. Alors, si on veut valoriser le droit, il nous semble que cela est faisable à partir de trois sous-enjeux, ce que je dirais comme systémiques, qui me semble véritablement pouvoir donner du droit quelque chose de plus significatif. Premièrement, il y a un enjeu qui est lié à la configuration, la reconfiguration du système sociopolitique. Le droit, il a un rôle dans la configuration ou dans la reconfiguration du système politique. Le droit également, il est un enjeu parce qu'il constitue une instance de reconnaissance sociale. On va voir de quoi il s'agit. Et enfin, le droit est un enjeu parce qu'il constitue le lieu de production du sens. Donc ces trois enjeux, on peut éventuellement en trouver d'autres, mais ces trois enjeux me semblent véritablement être décisifs d'une certaine manière dans l'enjeu du droit dans la société. Alors pour ce qui est d'abord du premier enjeu, c'est-à-dire le droit comme agent de configuration, de reconfiguration du système sociopolitique. La réflexion évidemment que je mène, elle est située dans un contexte quand même qui est assez particulier. C'est-à-dire au fond au Maroc et donc des pays qui, disons, connaissent ce qu'on peut appeler un phénomène d'acculturation juridique. Ce sont des pays qui ont intégré un modèle juridique positiviste moderne, occidental, et qui combine donc cette composante avec, disons, le reliquat d'une normativité différente qui est le faire ou de ce que l'anthropologue appelle le droit coutumier. Ces trois composantes véritablement constituent un contexte assez particulier. On va voir dans quelle mesure donc tout ça finalement se combine pour produire certains effets. Alors pour donc le droit comme agent de reconfiguration, il faut, me semble-t-il, rattacher le droit positif, je vais insister là-dessus par la suite, à l'enjeu de l'intégration du modèle de l'État national. C'est très important, et ça me renvoie un petit peu donc, à une dimension qui est juridique, mais qui est aussi non juridique. Qu'est-ce que c'est que le modèle de l'État national? C'est fondamentalement du point de vue de la sociologie politique, c'est le monopole de l'influence légitime, on dit depuis Max Weber, et c'est aussi le monopole de la production des normes. C'est une prétention que conteste l'anthropologue, puisque l'anthropologue cherche à faire valoir la pluralité juridique. Néanmoins, dans le droit moderne, on a affaire quand même à une conception du droit qui a vocation et qui prétend donc au monopole de la production normative. Alors,
je pense que le juriste a intérêt à aussi référer à l'anthropologue et à sa conception du pluralisme juridique. Parce que, dans une réalité comme celle du Maroc, qui est une réalité composite, on ne peut pas comprendre un peu notre système si on ne tient pas compte de l'articulation des différentes composantes, c'est-à-dire le droit moderne, fiqh et coutume. On est obligé de tenir compte de ça. Et l'anthropologue est celui qui, le mieux, est étudié, qui nous aide un petit peu à prendre de l'importance de ce que c'est ce pluralisme juridique. Néanmoins, il me semble que le juriste, il est plus proche de la sociologie politique que de l'anthropologie juridique. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au fond, le juriste positiviste, il n'est en quelque sorte que le prolongement de cette prétention de l'État au monopole donc de la production des lois. Le juriste défend d'une certaine manière, parfois de façon vigoureuse, une normativité un peu trop monopolistique, et au fond il s'inscrit tout simplement dans la perspective de la sociologie politique. Et donc il est en quelque sorte en congruence davantage avec la sociologie politique, avec l'anthropologie juridique. Et ça me semble extrêmement important parce que, disons, c'est une donnée qui est importante, qui fait que, du point de vue de l'enjeu du droit, l'anthropologie du droit n'est pas à l'égal, si je puis dire, de la sociologie politique. Donc, le juriste, il doit certainement compter aussi sur le perspective. Mais néanmoins, l'enjeu du droit est davantage, il réside davantage dans la perspective de la sociologie politique. Mais à la condition que, peut-être que je rapproche, mais à la condition, ça c'est pour que je tienne éloigné le micro. À la condition, quelque part, que le juriste rappelle aux sociologues politiques que l'État c'est fait, je crois qu'il vaut mieux que je garde, que l'État s'est fait, qu'on apprend aussi sur cette vocation au monopole de la production de l'État. Parce que la sociologue politique tend à oublier un peu ça. Or, historiquement parlant, l'État tient autant au processus de monopolisation de la violence qu'au processus de monopolisation de la production de la norme. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, dans cette perspective, lorsqu'on dit le droit positif, il se confond et s'identifie inévitablement avec le droit étatique. À partir du moment où il s'inscrit dans la perspective de la sociologie politique, le droit est inévitablement du droit positif, du droit étatique. Je sais que ça ne fait pas plaisir à l'anthropologue, mais bon, inévitablement, c'est ça. Et la positivité ici est là quelque chose de très important. Il faut un peu entendre la positivité dans deux sens. Le premier sens, c'est de dire que quelque chose est posé, c'est-à-dire elle est une loi ou une règle est posée parce qu'elle est antérieure au contentieux qu'elle va régler. Donc la positivité tient à cette position d'antériorité de la norme par rapport au contentieux qu'elle va régir. D'accord ? Dans ce sens-là, la positivité n'est pas spécifique au droit positif étatique. Parce que la coutume, si Hassan nous a présenté le modèle de Tahqiq, un exemple de codification de la coutume, et qui donc va avoir cette qualité de positivité, puisque la coutume va jouer ce rôle d'une règle qui est là bien avant le contentieux et qu'elle va régir. Et également, elle peut caractériser le fait. Il y a des sociologues qui se posent la question est-ce que le droit musulman est positif.
dans ce sens, oui, puisque le fait, il est composé de règles, de normes, qui sont déjà là, et qui sont en position d'antériorité par rapport à un contexte qui va se poser. Donc, positif dans ce sens-là, ce n'est pas quelque chose de spécifique au droit étatique. Mais la positivité est quelque chose de spécifique au droit étatique si on comprend que ce qui est posé, c'est ce qui s'oppose au révélé. La positivité est la marque de quelque chose qui de l'ordre de l'immanence, c'est l'état qui, donc, je veux dire aussi que c'est aussi de la transcendance, c'est l'état qui, et donc ce que l'état établit comme loi, comme règle, c'est quelque chose de posé, c'est pas quelque chose de révélé. Alors, si on essaie un petit peu de comprendre un peu l'évolution dans la traduction arabe, on a dit tatawur. En fait, il faut éliminer la connotation de progrès. Il ne s'agit pas de progrès. Il s'agit plutôt de saïrova, de massar, de terrier, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas du tout l'idée ou le préjugé d'un progrès. Il ne s'agit pas de ça. Donc, si on analyse un peu notre système à nous au Maroc, et aussi dans d'autres pays qui sont similaires, dans les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, etc. Alors, on est amené à voir un petit peu, à l'aune de ce que je viens de vous dire, un certain nombre d'effets. Donc, le premier effet, c'est la codification et la construction des systèmes normatifs spécifiquement étatiques. C'est important, ça peut sembler parfois un peu banal de le dire, mais il faut savoir que dans un système qui a reposé pendant des siècles sur l'idée que la loi ne relève pas de l'État, ne relève pas du pouvoir, la production de la loi ne relève pas elle relève d'une entité extérieure, transcendante, etc. Eh bien, le fait que l'État soit désormais reconnu dans sa capacité à produire des normes, ça n'est pas quelque chose de simple. Donc, la première conséquence de ce que je voulais vous dire, c'est au fond la substitution d'une transcendance laïque, c'est-à-dire c'est l'État, à une transcendance religieuse, c'est-à-dire Dieu. Alors, évidemment, là aussi, je dis les choses, mais par référence un peu à l'histoire de la pensée politique. Si vous voyez comment c'est construit dans la pensée l'idée de l'État, la référence qui vient à l'esprit, c'est Hobbes. Hobbes qui qualifiait l'État de Dieu artificiel. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on construit l'État, au fond, l'enjeu, c'est de substituer un Dieu artificiel, c'est l'expression qu'il utilise lui-même, un Dieu, celui qui est de la religion. Et donc, ça, c'est le premier enjeu. Alors, cet effet-là, en Europe, ça a pris beaucoup d'histoire, ça a été trop long, ça a supposé beaucoup de conflits idéologiques, etc. Donc, l'intérêt du droit, et du droit positif moderne, c'est qu'au fond, en l'intégrant, eh ben, il opère cette substitution d'une manière subreptice et un petit peu indirecte, et ça passe, j'allais dire, presque inaperçu. Pas tout à fait. Parce qu'à un moment ou à un autre, j'allais dire, le conflit va être ouvert. Lorsque, par exemple, le législateur marocain va réformer la Médouana, alors il y a la volonté de l'État, producteur de normes, qui va se confronter à la volonté, j'allais dire, de Dieu ou du clerc qui est l'intermédiaire de Dieu, pour lui dire, écoutez, faut pas, ça ne relève pas de vous, cette histoire. Donc, ça, c'est le premier effet. Il n'y avait pas de réforme de Douana, ou du fait dans la matière, c'était inconcevable. Et puis, ça relevait des ulama, des gens de l'État, ça ne relevait pas du pouvoir politique. Mais là, comme vous l'avez vu avec la réforme de Douana, tout le processus est un processus étatique. C'est une commission qui se réunit avec des experts qui ne sont pas uniquement des ulama, etc., qui débouche à un moment donné sur une loi parlementaire. Donc, le révélé, quelque part, disparaît. Troisième conséquence, c'est la désautonomisation du verbe. C'est-à-dire que le verbe, au fond, il n'est plus une source qui s'impose de lui-même de normativité. Pour que le verbe puisse avoir un effet de source, il faut que l'État, et donc que la loi, décide que le verbe peut
jouer ce rôle. Par exemple, dans en matière de droit familial, l'État, dans le Code de la famille, prévoit que le fiqh peut avoir une fonction supplétive. C'est-à-dire que si on est à propos d'un contentieux, on n'a pas quelque chose dans la loi qui permette finalement de trouver une base de solution, on peut recourir au fiqh. Et c'est uniquement parce que la loi le permet. Sinon, ça n'est pas possible. Et c'est le cas, par exemple, en matière pénale. En matière pénale, vous le savez, il n'y a pas de crime sans loi. Donc vous ne pouvez pas faire jouer au fiqh un rôle supplétif en matière pénale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'apostasie, à un moment donné, se heurter au droit justement positif. Ça n'est pas possible de référer au fiqh parce qu'à la place, il y a un droit pénal et qui dit l'apostasie ne constitue pas un crime. Vous voyez? Donc, ça, c'est les conséquences de ce premier effet. Le deuxième effet, c'est la constitution d'un champ organisationnel, professionnel et fonctionnel qui est fondé sur la compétence juridique. Dès que vous créez du droit positif, avec ça, vous créez des avocats, vous créez des magistrats au sens moderne, vous créez des enseignants du droit positif, qui deviennent en quelque sorte les médiateurs de la loi, et en l'occurrence aussi les médiateurs du fiqh. Parce que dans l'enseignement dans nos facultés, le fiqh, dans son contenu, il est désormais médiatisé par un enseignant positiviste. Il faut comprendre l'enjeu de ça. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a dissocié le fiqh du faqih. Le fiqh est relevé du faqih ilmi. Là, il ne relève plus il relève plutôt du juriste positiviste, qui quelque part devient un juriste positiviste, si je puis dire. Mais c'est un juriste positiviste qui officie dans le domaine du fiqh. Ça change énormément de choses. Il faut avoir l'esprit pour comprendre ça, que lorsqu'on a créé dans les facultés marocaines un enseignement donc, du droit musulman, il y avait un enseignement qui était assuré par l'Elfassi, et puis de l'autre côté, vous avez un enseignement qui est assuré par un juriste français, qui n'a aucune attache culturelle avec ça, et donc qui va évidemment médiatiser le droit musulman d'une autre manière. Et même l'expression droit musulman ici, ça n'est pas du tout la même chose que le fiqh. Le fiqh, c'est du fiqh médiatisé par le faqih ilmi. Le droit musulman, précisément, c'est plus le cas. C'est toujours le fiqh, mais il n'est plus médiatisé par le faqih ilmi, il est médiatisé par un juriste positif. Oui, donc c'est quand même un changement extrêmement important. Troisième effet, c'est que l'adoption d'un système positiviste implique une rationalité juridique, proprement juridique, et qui se caractérise par un double souci. Le premier souci, c'est que, disons, c'est de l'application générale et impersonnelle de la loi. C'est ce qu'on apprend dans la loi, elle est générale et impersonnelle, ça s'applique donc cette porte. C'est très important, pourquoi? Parce que dans le système, dans la raison fiqhiste, si on peut dire, de ce langage, le faqih il a davantage le souci de la finalité morale et sociale. Et donc il a tendance à ne pas porter le souci de la généralité de la loi et de l'impersonnalité de la loi. Il a un problème, il essaie de voir le côté moral et social de la chose, il essaie un peu de lui apporter. Donc il ne se soucie pas si ce qu'il décide est cohérent avec ce qui a été décidé par lui-même ou par d'autres. Il s'en fout, si je puis dire. Son souci est de résoudre un cas. Ça peut paraître abstrait, ce n'est pas le cas. Quand j'ai terminé, par exemple, à voir un juge, lorsqu'il a fallu évaluer l'application de la Bonaparte par le juge marocain, et donc tout le monde critiquait, le juge, il n'arrive pas à se faire au nouveau droit, etc. Il reste. C'est plus compliqué que ça. Le magistrat, il nous dit, bon, quand vous avez des cas tellement difficiles sur le plan social et moral,
vous cherchez à résoudre le cas, vous ne cherchez pas à penser. Vous avez vraiment une logique qui est différente. L'autre souci, c'est au fond que la raison juridique se fait au fond le défenseur de la raison étatique. Et donc, d'une certaine manière, le médiateur du juridique devient le défenseur de l'État dans ce raisonnement. Là aussi, ce n'est pas de l'abstrait. Il suffit de voir les positions de Khimji, sur professeur Khimji, sur la manière dont il défend, par exemple, l'idée de l'ijtihad, qui n'est plus la compétence du LM, qui est désormais la compétence du Parlement. Ça change complètement. Donc, le Parlement aurait donc cette compétence de effectuer l'ijtihad. C'est vraiment une logique d'un juriste au sens positiviste, mais qui l'applique au domaine donc il y a déjà, voilà, ce premier enjeu qui me semble important et qui reflète vraiment un enjeu extrêmement important du droit. Le deuxième enjeu, c'est le droit comme instance de reconnaissance sociale. Alors, ça aussi, c'est extrêmement important et d'une certaine manière, pour l'apprécier, il faudrait sortir un peu du juridique et essayer un peu d'aller vers la philosophie. C'est le philosophe qui, au fond, est le mieux à même de sentir cet enjeu. Le droit constitue l'instance de l'universel. Il s'agit non pas de résoudre des cas individuels ou de répondre à des intérêts individuels, il s'agit de faire en sorte que la position donnée soit une position de principe valable pour tout de façon universelle. Il y a en fait deux conceptions du droit moderne. La première conception, c'est celle, au fond, que je qualifierais d'antisociologie, qui réfère, au fond, à la conception rousseauiste du droit, qui, au fond, reste aussi la conception d'aujourd'hui depuis ce temps-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rousseau, la conception sociologique du droit, ça veut dire quoi? C'est la force transformée en droit. Et donc le droit qui ne serait que l'expression de l'inégalité, de l'injustice, etc. Et Rousseau refuse cette conception du droit, et à la place, il met donc cette raison juridique conventionnelle qui fonctionnerait comme en contre-miroir de la réalité. La réalité, c'est l'égalité. Et bien moi, en tant que juriste, je pose la norme de l'égalité. Bon, c'est l'idéal, c'est l'utopie, mais c'est précisément cela que recherche le droit. C'est une position, j'allais dire, anti-sociologique qui est assumée consciemment, comme telle. Sinon, le droit d'un point de vue sociologique deviendrait tout simplement quelque chose qui entérine une réalité telle qu'elle, les inégalités, les injustices, tout ce qu'on veut. Le caractère anti-sociologie du droit, il apparaît surtout dans l'articulation entre devoir et droit. Dans la tradition des sociétés, ce qu'on veut, en fait, même dans la réalité de tous les jours, parce que l'individu il est inséré dans un milieu, dans un contexte social, et immédiatement, ce qui prévaut, c'est les devoirs, et non pas les droits. Les droits sont conçus en fonction des devoirs. D'abord, on pose des obligations, on pose des devoirs, en quelque sorte les limites, et à partir de là, on pense ce que peut finalement faire l'individu. Oui. Dans la logique moderne du droit, c'est exactement l'inverse. On renverse le rapport. Ce qui est premier, c'est le droit. Et donc, le devoir n'est rien d'autre que ce qui définit les limites du droit. C'est toute la pensée moderne du juridique. Et ça vous donne ce droit entièrement conçu sur, comme on dirait dans le langage, de la subjectivité, sur l'individu, la subjectivité, l'individu comme sujet, donc détenteur de droit, etc. L'autre conception, c'est la conception de Hegel, pour qui le droit, ce n'est pas le droit positif, ce n'est pas le droit, comme il l'appelle, abstrait. C'est tout le processus de lutte pour être reconnu. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait uniquement au niveau d'une loi, d'une législation qui a été façonnée, c'est vraiment tout le processus qui va de la lutte depuis le début jusqu'à la fin. C'est une lutte constante. Et donc, paradoxalement, Hegel, qui est qualifié toujours d'idéaliste, au fond, est beaucoup plus proche
d'une perspective sociologique du droit. Ce sont deux conceptions donc, finalement du droit. Dans les deux cas, l'enjeu c'est la reconnaissance. Cet enjeu de la reconnaissance, à l'époque moderne, il a pris forme, paradoxalement, dans une forme non juridique. C'est-à-dire, au fond, dans les déclarations. Vous connaissez les déclarations des droits de l'homme, puis par la suite, les déclarations universelles, etc. C'est-à-dire que l'enjeu de la reconnaissance n'a pas d'abord, en tout cas à l'époque moderne, pris forme fondamentalement dans le normatif législatif, plutôt dans une forme de normativité non prescriptive. C'est pour ça qu'on dit déclaration. On déclare, on ne prescrit pas. Mais bon, par la suite, évidemment, on a fini par intégrer les déclarations, donc le déclaratif dans le prescriptif. C'est pour ça que vous avez dans les constitutions la constitutionnalisation, soit des déclarations elles-mêmes, soit du contenu des déclarations, soit c'est le juge lui-même qui opère ces déclarations, ça a été le cas en France. Donc finalement, le déclaratif finit par s'intégrer dans le prescriptif. Si on essaie un petit peu d'adopter cette perspective du droit comme instance de reconnaissance, et quand on approche donc sociologiquement un peu au Maroc, dans les livres similaires, on pourrait approcher donc le droit comme enjeu de reconnaissance à la fois en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire au moment où on lutte pour le changement juridique. C'est un moment extrêmement important et auquel il faut reconnaître une autonomie, si je puis dire, on le reconnaît en tant que niveau d'analyse spécifique. Les acteurs qui luttent pour le changement, ils savent très bien que adopter des lois, ça ne suffit pas. Et pourtant, ils s'impliquent, ils s'investissent dans le changement d'une manière fondamentale. Ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que changer les lois, ça ne suffit pas. Et pourtant, l'enjeu du changement demande énormément une mobilisation de la part des acteurs. Donc, l'approche sociologique ferait en sorte qu'en amont, on donne de l'importance à cet enjeu-là de reconnaissance au niveau symbolique. Au niveau symbolique. Je peux gagner symboliquement, mais ne pas être gagnant sur le plan matériel. Par exemple, Constitution 2011, avec les événements qu'on a connus, etc. Sur le plan symbolique, ça a été un moment extrêmement, une séquence importante dans l'histoire, en ce sens que la monarchie avait était plutôt confrontée à redéfinir son rôle dans le système. D'accord ? Et on ressent dans la Constitution 2011 que c'est un enjeu extrêmement important. Alors, du point de vue de l'approche sociologique, peu importe, au fond, si par la suite, les rapports de force n'ont pas changé dans le système politique. Mais ce qui est important, c'est que dans cette séquence historique, la monarchie était dans une position où elle était obligée de négocier. Donc, d'une certaine manière, je dirais qu'il y a là une sorte de... C'est un peu... Mais c'est juste pour aller vite, une sorte de victoire symbolique. Et c'est important parce que c'est à long terme que c'est important, et non pas à court terme. À court terme, les rapports de force n'ont pas changé. Mais, j'allais dire, la monarchie se trouve en quelque sorte, à un moment donné, en difficulté de légitimer sa fonction par rapport à une certaine culture, par rapport à une idéologie qui est la sienne. Donc elle est obligée, d'une certaine manière, de négocier. Et ça, c'est important à long terme. À long terme. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est très intéressé par cette vision des choses. Alors, également, on avale de la réalité sociale. Le rôle symbolique du droit, là aussi, c'est extrêmement important. Vous avez une réalité qui est déjà là. Vous avez déjà un changement qui s'opère dans la réalité. C'est une chose. Mais le fait d'entériner, de consacrer ce changement de cette réalité telle qu'elle est là, c'est pas évident. Exemple concret. On sait tous combien le Marocain consomme de l'alcool. C'est une réalité que vous avez là. Maintenant, traduire ça en normativité, c'est autre chose. C'est-à-dire dire dans la Constitution, dans la loi, que j'ai le droit de boire de l'alcool sans être inquiété, c'est pas possible. L'enjeu ici est symbolique, extrêmement important. La réalité, elle est là.
Ok, mais l'enjeu, il est où? Il est dans le fait de consacrer, de donner une consistance symbolique à ça. Et là, évidemment, vous imaginez que ce n'est pas évident. Vous voyez? Donc, le symbolique a son importance. Alors, si on essaie un petit peu aussi de voir un peu la situation du Maroc, en particulier par rapport à cet enjeu-là, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut faire ressortir. Je m'excuse si je suis lent, il y a trop de choses, peut-être que je le dis, je ne sais pas. Mais bon, l'occasion m'est donnée un petit peu d'échanger avec vous. Je vais essayer d'en profiter pour donner le maximum de ce que je pense. Alors, premier aspect, c'est que dans la mesure où le Maroc, ou des pays comme le Maroc, disons, ont intégré donc, le modèle du positivisme moderne, il se trouve reconfiguré en fonction d'un système de valeurs qui est au fond fondé sur la dignité, l'égalité, la liberté. Tout ça constitue une base de légitimité pour les acteurs pour revendiquer des droits. On le voit, les acteurs dans la société se mobilisent pour ceci ou pour cela, pour faire valoir à partir de cette infrastructure, si je puis dire, symbolique, donc la réalisation d'une liberté. Par exemple, bon, la liberté de ne pas faire le ramadan. Oui, à partir de la liberté, on s'inscrit dans un certain langage, dans un certain cadre, pour faire valoir une demande. Et le fait que notre droit moderne est désormais construit sur cette base, fait que la légitimation de la demande devient de plus en plus contraignante. Deuxième aspect, c'est que la culturation au droit moderne ne crée pas un enjeu de reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'il y a le droit moderne que pour la première fois on est... Non, l'enjeu de la reconnaissance, il est lié au fond à toutes les formes de normativité. L'enjeu, il est là bien avant dans le passé. Je prends juste comme exemple la règle, si on reconnaît Hashqab, Nisban, épouse, ça fait المرأة تسوي ما تخدم غير فما تزوج لا تطلبت باش تخلص من الدار etc. On voit très bien qu'il y a là un problème de reconnaissance et c'est ça au fond aussi le droit qui permet un peu cet enjeu. Alors dans la mesure où il y a aussi l'autre aspect, une reconduction à l'intérieur du modèle moderne de la normativité ancienne, c'est-à-dire du faire, de la coutume, etc., il est évident qu'il y a une tension entre ces différentes composantes. La tension joue plutôt en faveur du droit positif moderne, parce qu'il a tendance à contraindre l'autre normativité à s'ajuster par rapport à sa propre valeur. Par exemple, on a le fiqh, et puis on a le droit moderne, la constitution, égalité des hommes et des femmes, etc. Ça pose un problème de coordonner tout ça. Et donc ça pousse cette obligation d'ajuster un peu la conception du fiqh par rapport à ça. Dans son rôle d'instance de reconnaissance sociale, le droit varie dans son impact. Et là, je vais à l'encontre un petit peu de ceux qui disent que bon, le droit n'a pas d'incidence sur la réalité, etc. Au contraire, je pense que le droit, là aussi, il a son rôle. Il ne faut pas peut-être le surdimensionner, mais néanmoins, il a son rôle. Le changement juridique, il peut précéder le changement social et culturel. On peut avoir donc, un système juridique qui, au fond, anticipe énormément sur la réalité. J'ai un exemple, un peu le cas des libertés publiques. Vous voyez, quand on a adopté un code de liberté publique, l'Église, en fait, on a eu un système de liberté publique très, très libéral, etc. D'accord? Alors, il y a un décalage, il y a une forme de décalage entre la réalité et le droit. Le droit, soit parce que c'est l'État qui ne favorise pas réellement, concrètement les libertés, soit au fond, les citoyens ne se reconnaissent pas tout à fait dans le système de valeurs. Donc le droit a tendance un petit peu à rester quelque chose d'utopique et d'idéal. Mais ce qui est important à remarquer, c'est que cet idéal, cet utopisme, peut conduire à une dynamique qui est au fond la chose suivante. À partir du moment où des citoyens s'approprient ce droit, l'enjeu du droit devient extrêmement important. Et le paradoxe, c'est que le droit va gagner en importance et en enjeu en même temps que les droits vont perdre de substantialité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revendique des droits,
l'État, dans un contexte évidemment bien particulier, va négocier, il ne va pas facilement accorder. Donc il va un petit peu modifier la loi dans la pratique, et éventuellement la modifier dans la norme, mais d'une façon régressive. C'est ce qu'on constate par exemple pour les libertés publiques. Du point de vue législatif, pratique d'abord législatif, le code des années 50 est devenu moins intéressant, moins libéral. Et pourtant, cette évolution-là est quelque chose de très important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que les gens prennent conscience de l'importance du droit, le réclament, et à ce moment-là, l'État est obligé un peu de ne pas facilement accorder les choses. Il est obligé de regarder les choses de plus près, et donc de négocier en quelque sorte l'accord de ces droits. Donc, la régression des droits peut, au contraire, nous signaler que le droit est devenu un enjeu très important et que c'est pris au sérieux à la fois par l'État et par les acteurs, les citoyens, etc. Le changement peut être déterminant sur la réalité. Il peut avoir un impact véritablement important sur la réalité. Ce n'est pas uniquement quelque chose de changer, il peut vraiment produire du changement. Je prends l'exemple, quand il y a eu la réforme de la Moudawana. L'introduction du divorce shiqaq est une véritable révolution. Je crois qu'il va falloir un peu que les étudiants s'intéressent à ça. C'est une véritable révolution. Ça a changé la manière dont les intéressés se définissent par rapport aux possibilités juridiques qui existent. La disposition a été créée en faveur plutôt des femmes. Il se trouve que les hommes y ont trouvé également leur intérêt. Parce que le législateur a modulé la règle de telle manière qu'il est devenu dans l'intérêt des hommes aussi, finalement, de s'inscrire dans cette possibilité juridique, alors qu'elle a été offerte aussi pour les femmes. Et parfois, le droit peut faire obstacle à un changement de la réalité. L'exemple que j'ai ici, c'est, par exemple, quand le douana confère le droit à la jeune fille qui va se marier de se passer de la tutelle de ses parents ou de ses frères. Alors, nous sommes dans une société où la famille compte. Vous imaginez difficilement que la fille va se passer de sa famille, de son père ou de son frère, etc. Et donc, elle ne diffusera pas cela. Pourquoi? Parce que le législateur n'a pas modulé la règle de telle manière que le législateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu, lui, supprimer la tutelle. Donc il demande à la femme de supporter la charge de supprimer cette tutelle en pratique, en se passant de deux parents. C'est très difficile dans une société comme celle du monde. On voit par cet exemple également que le droit, ça pèse quand même sur la réalité. Dernier enjeu, supportez-moi, presque bizarre, et je vais finir là-dedans. C'est que le droit est aussi une instance de production de sens. Et là, c'est vraiment important parce que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que je connaissais, mais à laquelle je ne donnais pas d'importance, ou bien que je ne comprenais pas tout à fait. Vous savez, il y a une expression que j'entendais chez mes parents dans la rue, la gymnastique, oui. C'est quoi la gymnastique, oui? Si je ne me trompe pas. La gymnastique, nous sommes dans une société où la norme dépend beaucoup du fait, de la ruse du frère. Et donc, Allah, il un peu, bon, vous voyez, et ça vous dit à quel point l'interprétation est un enjeu selon la manière dont l'interprétation, disons, fonctionne. Alors, j'allais dire méthodologiquement, pour celui qui approche le droit sur ce plan, il doit tenir compte, à mon sens, de 4 instances. Premièrement, le législateur, qui fait les lois, et qui le fait dans une certaine intention. C'est important. Deuxièmement, il y a le médiateur de la loi. L'avocat, le juge, l'enseignant, etc. Et qui, eux, vont aussi jouer un rôle dans l'interprétation de la loi. Troisièmement, il y a le justiciable. Parce que moi, justiciable, disent je suis intéressé, et la loi ne m'arrange pas dans la manière dont elle est interprétée, etc. Et puis, dernièrement, le dispositif juridique lui-même, parce que ce dispositif, il contient plusieurs règles, et elles s'articulent d'une façon entre elles. Et donc, il se peut que de cette articulation, il y ait un sens
qui ressort, mais qui n'est pas voulu par le législateur. Le dispositif juridique tend à produire du sens, mais d'une certaine manière, en dehors de l'intention du législateur. Vous allez comprendre de quelle manière. Alors, si on tient un peu compte de tout ça, il y a plusieurs hypothèses qui nous permettent d'approcher donc le droit comme enjeu de ce point de vue. Première hypothèse, on va bientôt terminer. Le sens de la loi coïncide avec l'intention du législateur. Et là, donc, l'interprétation, je veux dire, elle est maîtrisée, elle est contrôlée par le législateur. Il y a plusieurs techniques qui font que le droit positif permet de limiter, d'inhiber cette capacité. Par exemple, on dit énumérer, c'est exclure. Vous voyez, interpréter, ce n'est pas légiférer. C'est pour ça que le juge ne peut pas parfois faire des interprétations parce qu'il risque de devenir un législateur et ça n'est pas permis au juge. Voilà. Alors, là aussi, c'est important dans un contexte où, par exemple, au Maroc, le fait est important. Dans un contexte comme celui-là, le sens ne peut pas être tiré par le faté ou par la raison créatrice dans le sens comme il veut. Il est obligé de tenir compte d'un cadre qui le limite. Et donc, il ne peut pas, quand c'est permis, quand il a un rôle supplétif, il peut le faire. Et quand ça n'est pas permis, ça n'est pas permis. Donc, par exemple, on ne peut pas interpréter la législation marocaine pour dire je vais condamner à mort l'apostat, pour la simple raison que la loi pénale a exclu totalement cette possibilité. Donc, je ne peux pas interpréter. Vraiment, le législateur a eu l'intention claire et nette d'exclure l'incrimination de l'apostasie. Ça peut aussi parfois être dans un sens plutôt pas très progressiste. Donc, il faut comprendre. Par exemple, l'interprétation du juge qui exclut l'ADN, l'analyse de l'ADN, comme moyen d'application d'établissement de la filiation parentale. Mais le juge ne l'a pas fait et beaucoup d'associations ont critiqué, etc. Et tout simplement parce que le juge, comme je viens de le dire, ne peut pas légiférer. Et il est limité par un rôle qui est d'interpréter. Mais si l'interprétation équivaut tout simplement à devenir le législateur, et là, ça n'est pas permis. Donc, il y a un mécanisme de contrôle, c'est la Cour de cassation. Deuxième hypothèse, c'est que le sens coïncide avec la loi, mais d'une manière incertaine, du fait que la loi se prête à une pluralité de sens. C'est le cas normal. Les lois de manière qu'il y a ambivalence du langage, ou bien éventuellement parce qu'il y a une sédimentation d'intentions très différentes à travers le temps, qui font que les intentions ne concordent pas. Donc, on est amené un petit peu à interpréter la loi. L'interprétation joue ici un rôle extrêmement important. Troisième hypothèse, c'est que le sens est un effet non intentionnel, il n'est pas voulu par le législateur, mais il coïncide quand même avec le dispositif juridique. Et pour qu'il y ait coïncidence, il faut que, en quelque sorte, l'interprétation fasse d'une manière consciente cette coïncidence. C'est un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple. L'exemple ici typique, c'est la notion de commandeur des croyants au Maroc. Dans le fait classique, qu'est-ce que c'est le commandeur des croyants? C'est le commandeur des musulmans. C'est aussi simple que ça. Donc les non-musulmans sont des protégés. Ok? Alors vous prenez ça et vous mettez ça dans un cadre qui est de droit positif, dans lequel les citoyens sont égaux en droit, ils sont libres, ceci, cela, la nationalité n'est pas déterminée par la religion, tout ça. Voilà, vous avez. Et bien dans ce cas-là, le dispositif juridique, il contient potentiellement un sens, mais qui ne va pas s'actualiser immédiatement. Il est là, il faut qu'il y ait une conscience pour l'actualiser. Alors, il y a eu, par exemple, à un moment donné, un responsable de la communauté juive qui est intervenu pour dire le commandant des croyants, c'est dans la Constitution, c'est le commandant des croyants. Les juifs, ou les chrétiens peuvent dire ça, sont des croyants. Donc c'est le commandant des croyants, le commandant de tous les croyants, juifs ou non musulmans. Évidemment, c'est un sens qui ne pouvait pas exister dans le passé. Mais il existe. Et il était là, potentiellement, dans le dispositif du droit marocain. Mais il ne s'est pas actualisé immédiatement. Il a fallu que ce soit, à un moment donné, dans un contexte particulier, que quelqu'un explicite ce raisonnement. Et finalement, le monarque, dans
l'intervention a entériné cette interprétation. Le monarque marocain se considère comme le commandant de tous les croyants. Troisième hypothèse, je crois, si c'est pas la dernière, c'est que le sens est induit par la loi. Je termine par là, mais il ne coïncide pas tout à fait avec elle. Et donc, il faut que la coïncidence soit opérée par le législateur lui-même. Dans le cas précédent, c'est plutôt l'interprète qui va faire coïncider la chose, en explicitant par la conscience. Mais là, ce n'est pas suffisant. Il faut que le législateur intervienne pour établir cette coïncidence. Alors, l'exemple, c'est celui de l'apostat et de l'apostasie. Dans le droit présent marocain, dans le système marocain, l'apostat n'est pas incriminé. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique, j'ai le droit d'abjurer l'islam. En pratique, je dis bien en pratique. J'ai le droit d'abjurer l'islam. Ça arrive. Nous savons qu'il y a ce problème qui se pose au Maroc. J'allais dire, la déduction qu'on peut en faire, de façon logique, c'est que Joban a le droit, il a la liberté de changer de religion. Eh bien non. Vous voyez, le dispositif juridique, interprété dans ce sens, n'assume pas ce sens. Et la preuve, c'est que lorsqu'on a voulu, à la faveur de la Constitution de 2011, intégrer la liberté de conscience, ça n'a pas marché. On voit bien que là, il faut que le sens soit d'une certaine manière avalisé par le Constitution ou par le législateur. Je termine par là, je m'excuse, j'étais peut-être un peu trop long, la matière en cours, mais bon, il fallait un petit peu faire en quelque sorte la synthèse de tout un travail de trentaine d'années de recherche, de publication, vous voyez, en une heure. C'est ce qui m'était donné. Merci beaucoup. Ça, c'est le fait généralement des grands penseurs. Ils ont besoin du temps pour qu'ils puissent expliquer à leur guise des idées qui sont relativement complexes. Alors, on ouvre donc la liste des interventions pour les personnes qui souhaitent intervenir par des remarques, par des questions. Oui, en arabe également, l'arabe. ممكن نبغي يسول شيء؟ Ravi de vous retrouver parmi vous, chers amis et collègues. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président de ce colloque, M. Rachid. Je tiens encore à... Ok, donc je suis très ravi de vous retrouver parmi vous, chers amis et collègues. Je vous remercie de l'organisation de ce colloque qui, en fait, nous a incité à réfléchir et réfléchir plusieurs fois concernant, si vous permettez, les conceptions qui participent à l'élaboration, en fait, de la règle de droit, ou bien les facteurs qui participent à la règle de droit, si je comprends bien, M. Moritz, l'ensemble des axes qu'il a développés. Pour moi, en fait, si j'ai bien compris, je fais référence à la philosophie choisie par le législateur, on fait référence à la philosophie socialiste et la philosophie, en fait, ou bien la conception individualiste qui influence sans doute le législateur pour qu'il puisse créer la règle de droit. Mais en fait, on fait référence encore à certains principes qui se rapportent à l'élaboration de la règle de droit. Je donne l'exemple du système politique marocain et du système politique tunisien.
Dans le préambule de la Constitution marocaine, on sait tous que l'État marocain est un État musulman qui adopte, si vous voulez, les règles juridiques qui trouvent ses fondements, ses sources dans la religion musulmane, alors que le système tunisien, à titre d'exemple, si je me limite à cet exemple, adopte le principe de la laïcité. Sur cette base, est-ce que vous ne pensez pas, avec moi, M. Moritz, que cette référence, si j'ose dire, de la laïcité, c'est-à-dire la base sur le droit international, ou bien les règles de droit reconnues en matière de droit humain en général, et si on se limite aux références religieuses, on est en fait limité par un cadre juridique, si vous voulez, qui se base sur la règle de droit. Sur cet axe, je fais référence encore à certaines conceptions qui se basent en fait sur le développement scientifique et technologique pour pouvoir créer une nouvelle règle de droit. Et là, je fais référence dans le contexte, je fais référence encore aux empreintes génétiques humaines et aux empreintes digitales pour pouvoir identifier la personne. Et à ce niveau-là, je peux constater une forme d'anomalie, si vous voulez, concernant le fait de se fonder sur une règle de droit reconnue en matière, ou bien sur la base du développement scientifique, puisque le législateur marocain avait, si vous voulez, bien un jugement qui a été rendu dans le tribunal de Tétouan, qui a été rejeté par la Cour de cassation à Rabat, et qui avait, si vous voulez, suscité un débat concernant la reconnaissance de la filiation et de lien de parenté. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que le législateur, à la fois, se base sur une règle de droit fondée sur le développement scientifique, si on prend l'exemple de la durée de grossesse? Et là encore, je fais référence sur un jugement qui avait suscité un débat important concernant l'enfant endormi dans le tribunal de Salé, les règles reconnues en matière scientifique, mais le tribunal avait, si vous voulez, suscité un débat concernant la reconnaissance de l'enfant endormi. Encore la durée de grossesse qui peut durer entre 9 mois jusqu'à 12 mois, alors que l'enfant endormi peut, si vous voulez, dormir jusqu'à 15 mois. Là, je trouve qu'il y a une forme d'anomalie concernant ces références de législation. Encore, concernant les facteurs qui participent à l'élaboration de la règle de droit, est-ce que vous ne pensez pas encore que le développement de la société, le niveau d'analphabétisme, l'ignorance, si vous voulez, les effets que les revendications, si vous permettez, de la société qui prennent place ou bien qui participent à l'élaboration de la règle de droit et vice-versa. Je vous remercie de votre attention et j'espère bien que j'ai bien touché à certains axes concernant votre intervention aussi. Je vous remercie. Je suis là. شكرا للاستاذ مقيت وشكرا لكل من ساهم في هذا اللقاء العلمي. في الحقيقه مداخله الاستاذ مقيت حالتني واحد لقاء مجموعه من الاسئله كتعلق بالقاعده القانونيه وعلاقتها بالدوله الوطنيه، المصادر المرجعيه للقانون المغربي، كذلك مصادر القاعده القانونيه. حالتني هذه المداخله لواحد دراسات قيمه كنقام بها الباحثين كيصنفوا بعض من السوسيولوجيين او من الباحثين في مجال القانون، هو الاستاذ نجيب بودباله اللي غادرنا الى دار البقاء، ولحسن الحظ ان الاعمال ديالو يعني جمعت في اخر حياته وجمعت في واحد الكتاب معبر جدا، وهو العنوان ديالو القانون بين القبيله والامه والدوله. يقصد هنا القبيله يعني دور العرف كمصدر تاريخي للقاعده القانونيه، وكذلك الامه لنا دور الشريعه او دور ما عبرت عليه الاستاذ مقيت في الفقه في المصادر التاريخيه للقاعده القانونيه، والدوله يعني التشريع. في هذا الكتاب هذا المرجع اللي كنصدر كتاب مرجعي للدراسه السوسيولوجيه للقانون،
كيعتبرنا يجب دابا ان الدوله بالمغرب التي تدعي القيام بنوع من التركيب والتوحيد بين هذه المصادر التاريخيه هي في الحقيقه تتعامل بنوع من الانتهازيه والانتقائيه بين هذه المصادر. فهي تعتبر الشريعه يعني من المصادر ولكن تحصرها في مجال ضيق كيتعلق بالحوايج الشخصيه. تنكر العرف لكن تترك مجال تفعيله في العالم القروي. كذلك لا تعترف بالتشريع الاستعماري لكنها تقبل عليه واحد النوع من هذا. اذا هذا النوع من التعامل انتجت الدوله كما كيعتبر الاستاذ دابا واحد النوع من ازمه في تدبير القانون وتتجلى فعاليه القاعده القانونيه وعجز القانون عن اداء وظيفته التوحيديه. الى اي حد الاستاذ بوقيت يعني انتم متفقون مع هذا التوصيف؟ بقات لي واحد الفكره بسيطه عبرتوا عليها في مناقشتكم الفكره ديال حق الشقه. لا ننسى ان المذهب المالكي باعتباره احد المصادر ديال مدونه الاسر بالمصادر التكميليه اعتمد ما سمي بنظام الكد والسعايه اللي انتجه الفقه او العمل السياسي باعتباره احد مصادر الفقه المالكي. وشكرا استاذ محمود. أستاذ مقيت هذا شرف كبير أنكم تكونوا معنا. أستاذ كنكونوا ليه كثير من الود والتقدير والاحترام وعنده مكانة. كنلقى أنها سنة حميدة في الحقيقة هذه اللي كيقوم بها السي رشيد مقتدر أنه يستدعي أشخاص من عيار السي مقيت والسي رشيد وكيجدد هذا التفكير في الميادين اللي كتدخل في الحقل ديال الحقوق ديالنا. سي موقيت pour revenir la langue de la conférence, vous avez invoqué le normatif. Et le normatif dans une société composite. Certainement l'approche le juriste, technicien, positiviste, l'approche de l'anthropologue, du sociologue, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Et ça serait vraiment une occasion pour nos doctorants de faire sauter le clivage entre droit public, sciences sociales de manière générale, et le droit privé. Parce qu'il y a des problématiques. Vous venez d'invoquer l'apostasie, vous venez d'invoquer le code de la famille. Il y a des problématiques qui relèvent certainement du droit privé, mais qui posent d'autres questions, c'est-à-dire qui peuvent être interrogées par d'autres champs disciplinaires. Donc là, je rejoins un petit peu l'intervention du premier intervenant par rapport le récent arrêt de la Cour de cassation. Et on sait très pertinemment que ça a choqué beaucoup de monde. Il y a le professeur Fatma Sahan qui a fait une mise au point sur la décision. Et dans cette décision, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un conflit de génération au niveau de l'interprétation de la norme. C'est qu'on a un magistrat qui est relativement jeune, qui est imprégné des conventions internationales, et on a des magistrats, on sait bien pertinemment aujourd'hui, les magistrats de la Cour de cassation sont des magistrats qui ne sont pas porteurs ou titulaires d'une licence en droit, qui sont titulaires de la charia. Et tout leur raisonnement, le cercle de raisonnement, ça reste dans la charia. Priorité au droit national, contrairement aux normes internationales. Alors que même dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, la norme internationale a une suprématie par rapport à la norme nationale. Donc, ça questionne l'État. J'en viens à l'aspect du droit pénal. Vous avez soulevé, donné comme exemple l'apostasie. Le problème de l'apostasie, c'est qu'elle est contestée même au sein du droit musulman parce que, bon, il y a le verset coranique, la ikraha fi-d-din, c'est très clair. Bon, il y a l'interprétation un peu rigoriste. Bon, ça, c'est une frange des docteurs de la loi islamique qui vont dans ce sens du rigorisme. Mais évidemment, après l'indépendance,
comme vous l'avez soulevé, bon, de manière un peu nuancée, il y avait deux tendances. La tendance d'Al-Flassi pour instaurer un droit pénal qui va dans la tendance de la charia, et la tendance avec la transposition d'un droit pénal laïque. Et dans ce droit pénal laïque, alors, lorsqu'on consulte notre code pénal de 62, alors, certains disent bon, ça comporte des traces de dispositions religieuses. Alors ça c'est faux. Si on prend par exemple la question de l'interruption du jeûne, l'interruption publique du jeûne pendant le Ramadan, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème d'ordre public tout simplement. C'est pour éviter qu'il y ait des troubles de la réaction. Si on prend même l'article 490 qui parle de façade, il n'a même pas utilisé le terme zina, c'est-à-dire il a banni même la terminologie juridique. Donc j'aimerais bien que vous nous éclairez un petit peu sur cette interprétation de ce cas de jurisprudence qui soulève pas mal de contestations concernant cette question de filiation, parce qu'elle a un impact sociétal aussi. C'est un mandat en blanc aux hommes, c'est de l'irresponsabilité totale. Merci beaucoup, c'est mon fait. Alors on aura peut-être la parole de Seth Hassan. لا في لا ليست لا La liste. لا لا خلينا في لا ليست معنا شيماء. احنا باقي في القلب شيماء. خليني في بلاصتي نشد الصف. جد مسرورة بوجودي في هذا اللقاء المثمر. أريد فقط أن أشارك بعض التساؤلات مع الأستاذ المحاضر. ألا ترون أن هذا التدافع الذي تحدثتم عنه بين الوضعي والفقهي إن أردتم ممتد للفضاءات التداولية المغلقة أيضا. حين نقول فضاءات التداولية المغلقة نقول أحزاب، نقابات، برلمان وما إلى ذلك. ممتد للفضاءات التداولية المغلقة المنوطة بالتشريع أي البرلمان، أو الفضاءات المؤثرة في التشريع من حيث هي جمعيات وأحيانا جماعات وأحيانا إطارات مؤسسية كالرابطة المحمدية للعلماء وما إلى ذلك. ألا ترون أن هذا التدافع يكون أحيانا غير صحيا حين مثلا بدأ ظهر النقاش حول مسألة المساواة في الإرث، خرج بعض العلماء بتكفير هؤلاء، حين عبرت إحدى أفراد الرابطة المحمدية للعلماء أن الحجاب غير فرض تم إقصاؤها. دائما تدافع إن أردنا أن نعالجه يجب أن نطرح أستاذ سؤال بمنهج بنيوي، سؤال من يشرع. سنرى أن داخل البرلمان هناك من يتبنى مرجعية يسارية صيقفة، هناك من له مرجعية دينية صيقفة، وأيضا المشرع السلطة التشريعية ليست هي الوحيدة التي تحتكر التشريع، يتدخل في ذلك أيضا رئيس البلاد بمرجعية دينية في شكل إمارة المؤمنين، المحكمة الدستورية في شكل أيضا المنوطة بالحارس الأمين على تطبيق القانون الوضعي. هذا التدافع سليم لأنه يخلق دينامية في المجتمع، لكن حين يبلغ هذه المظاهر اللاصحية من قبيل تكفير الحكم بضرورة ترجم هؤلاء، الإقصاء مثلا، الطرد من هذه الجماعات والإطارات، أكيد أن القانون غير قادر على معالجة هذه التدافعات التي هي في الأصل اجتماعية وفكرية عفوا. كيف السبيل لمعالجة هذا التدافع أستاذ؟ Alors peut-être on demandera uniquement pour l'Ikhwan qui يدخلوا يكون مقتضى بداك الشيء باش نقدروا نقولوا لا بروميير ليست ونجوزوا لا سيكوند. شكرا شكرا أستاذ، تحية موصولة للأستاذ المحاضر ذلك الأسئلة المحترم وجميع الأساتذة المشرفين على هذه التظاهرة العلمية الرفيعة جدا. صراحة من يظن أن القانون تخصص الرجال علي أن يستمع أن يكون أستاذ صراحة. فقط استبدل لسؤال مرتبط بتكوين طبيعة المجتمع المغربي وتكوين المجتمع المركب بتعبير الأستاذ أسقم. أنا فقط أريد أن أطرح تساؤلا له علاقة بطبيعة المجتمع المغربي يتعلق بمخاطر القانون الوضعي على المجتمع المغربي. نعرف أن المجتمع المغربي انتقل من النظام القانوني التجريبي
إلى نظام قانوني معياري فرضته سلطة الحماية واستمرت عليه دولة الاستقلال، فلا يشكل قانون وضعي بالنسبة للمجتمعات مثل المجتمع المغربي عائقا أمام تحديثها. شكرا. لكل مساهمة على هذه المحاضرة القيمة. أولا أود أن أقول بأن هذه المحاضرات هي فعلا لها قيمة مفيدة للطلبة الباحثين، بحكم أننا عندما نقوم بدراسة كتاب ما تكون لدينا مسافة ما بيننا وبين الأستاذ الباحث، وبالتالي مثل هذه المحاضرات تحاول أن تقلص تلك المسافة. بالنسبة لي سوف أعنون هذه المحاضرة بفلسفة القانون، لأنها تحاول أن تأخذنا إلى التأثير النظري إلى مفهوم الحق، مفهوم القانون، ثم إعطاء بعض النماذج خصوصا في التجربة المغربية. لكن سوف أبدأ هذه المداخلة بسؤالين. السؤال الأول: لماذا القانون؟ ثم السؤال الثاني: وما الغاية من القانون؟ في محاضرتكم أستاذي حاولتم أنكم أن تأخذونا بعيدا إلى الجذور التاريخية أو الفلسفية لفلسفة القانون أو فلسفة الحق، وبالتالي الباحث يجد نفسه مضطر أن يرجع إلى هذه النظريات، سواء مثلا النظرية الاشتراكية التي تحاول تفسير القانون بحكم أنه هو بنية فوقية نتيجة علاقة إنتاج سائدة في المجتمع هي إفراز فوقي، أو النظرية التي تبنى سواء توماس هوبس أو جون روسو بحكم أن القانون جاء مخاض أن الإنسان كان شريرا بطبعه أو كان خيرا بطبعه. إلا أن التجربة المغربية نجدها هجينة تحاول الأخذ من ذاك ومن ذاك. فمثالا مدونة الأسرة التي تحدثتم عنها أستاذي، للطالب الباحث يجد أن مدونة الأحوال الشخصية قبل وصولنا إلى مدونة الأسرة كان الشق الشريعة الإسلامية سائدا أو نوعا ما مهيمنا على الشق القانوني، وهذا راجع إلى الموازين القوى التي كانت سائدة آنذاك. لكن مع مرور الزمن أصبح نوعا ما مدونة الأسرة أصبحت نوعا ما تحررية تحاول مواكبة الحداثة والأفكار التي جاءت بها الحداثة. وبالمقابل نجد هناك اختلاف مرجعية دينية تحاول أن تجد نفسها داخل المنظومة القانونية، ثم مرجعية حداثية لها ارتباط بالحركة الشبابية بحكم أن الوضعية أو الإفراز الذي نجا هذا الشباب كان له سياق مختلف، ثم تنافر ديال هذه المرجعيات ولد لنا منظومة هجينة. أصبحنا لا نعرف ما الغاية من القانون، هل فقط هو إرضاء الأطراف وموازين القوى داخل المجتمع، أم أنه له غاية أخلاقية، له غاية قيمة. ثم على مسألة الحقوق والحريات في هذا الصدد أود الإشارة أن اليوم الشباب أصبح يعرف حركة نوعا ما يمكن تسميها تحررية بمناداة مجموعة من العناوين: حرية التعبير، حرية المعتقد، إلى غير ذلك. في المقابل تجد هناك أن القانون لا يواكب ليس لينا قانون صلبا بحكم أن طبيعة ديال الإنتاج القواعد القانونية يهمن فيها فاعل آخر، له سياسة أخرى، له استراتيجية أخرى يحاول من خلالها أن يضع لنفسه مكانة داخل المشهد السياسي، بينما يتم تهميش هذه القوى الناشئة. وبالتالي السؤال الذي سوف أطرحه هو له علاقة بهذا الجانب، وهنا بخصوص أحد الأسئلة التي تم طرحها على ميشيل فوكو، هو متى يمكن للفرد أن لا يخضع للقانون؟ وشكرا أستاذ. السلام عليكم. تحية مسائية للجميع، تحية مسائية للأستاذ المحاضر، كذلك العميد تحية مسائية لأستاذي الدكتور رشيد المختار وجميع الأساتذة والأستاذات المحترمين. أستاذي الكريم، تحدثتم عن مسألة تطور القاعدة القانونية وأعطيتم مثال بمدونة الأسرة.
بطبيعة الحال القاعدة القانونية تكون بسبب ضرورات أو الالتزامات الاجتماعية الأستاذ الكريم. أعطيت مثالا بمدونة الأسرة التي خلفت مدونة الأحوال الشخصية سابقا الأستاذ الكريم. بما أنني طالب في القانون العام سأعطي مثال بالقانون الإداري الأستاذ الكريم، خاصة بين التجربة الفرنسية والتجربة المغربية. نلاحظ بأن في التجربة الفرنسية هناك مجموعة من الأحداث المجتمعية التي أدت إلى ظهور القضاء الإداري وفصله عن القضاء المدني أستاذ الكريم. هنا أذكر قانون برانكو إلى مجموعة من الأحداث إضافة إلى قانون برانكو أدت إلى ظهور القضاء الإداري بشقين في المجالس الإقليمية وكذلك مجلس الدولة. عند استقلال المغرب وإنشاء المحاكم الإدارية لم تمر التجربة المغربية من نفس المخاض التي مرت به التجربة الفرنسية، مجموعة من الأحداث، مجموعة من الأمور التسلسلية التي أدت بالقضاء الإداري إلى ما وصل إليه اليوم في فرنسا عكس ما هو في التجربة المغربية، مما يعني يخلف مجموعة من المشاكل في التجربة المغربية في القضاء الإداري أستاذ الكريم، خاصة في التدرج في مسألة المطالبة بالحق سواء في قضاء الإلغاء أو قضاء يعني التعويض. هذا السؤال أستاذ الكريم، بما أنني طالب في القانون الدستوري والعلوم السياسية أستاذ الكريم، لدي سؤال في نفس الشق. بما أننا نتحدث في القانون عن القاعدة القانونية، فإن من أهم المداخل في العلوم السياسية هي مسألة الحداثة أستاذ الكريم. عندما نتحدث عن الحداثة فإننا نتحدث عن عصر الأنوار، نتحدث عن مجموعة من التجارب سواء في التجربة الفرنسية أو التجربة الألمانية التي تحدث عنها مجموعة من المفكرين كماكس فيبر، كمدرسة فرانكفورت إلى غير ذلك. عندما نتحدث عن الحداثة أو ما بعد الحداثة في التجارب العربية خاصة في دول العالم الثالث، فهل من الضروري أن تمر يعني الدول العربية أو المجتمعات العربية من مجموعة من المراحل التي مرت منها التجارب الأوروبية أو الغربية للوصول إلى الحداثة، لأن بالحداثة تتحقق دولة الحق والقانون، تتحقق مجموعة من الأمور كالحريات إلى غير ذلك، أم أننا يمكن أن نستفيد من التجارب الغربية للوصول إلى نفس الأمر؟ لما لا يعني تجاوزها في مسألة الحداثة؟ وأستسمح كثيرا إن أطلت عليكم، وشكرا مرة أخرى. رديف شهيد رشيد العريشي. شكرا سيد العميد، شكرا سيد الوكيل، شكرا أستاذي العريشي والسيد المختدير، شكرا للحضور الكريم. سأنطلق من واحد لونونسي ديال الأستاذ ديالنا الوكيل اللي هو كيقول لو شونجمون، هضر على لو شونجمون بزاف وقال لو شونجمون جuridique peut précéder le changement social. Donc la question de Trah, c'est une question de décalage. Le décalage entre la réalité et le droit. في هذا الإطار كنطرح واحد 3 تاع العوارض سو فورم دو استفسار كنحاول بهم بالفرنسية. كنقول que peut-on dire sur le décalage entre le droit et la société à l'ère du numérique et du digital. Donc j'ajoute هذه البروبليماتيك تاع الديجيتال ديالنا دابا. ثانيا l'adoption de droit. J'évoque l'adoption de droit de la preuve. L'adoption du droit de la preuve à l'évolution technologique, quelle reconnaissance et quelle innovation. Donc في إطار الشونجمون تاع الدروات ديال لوا ديالو إتسيتيرا والعلاقة ما بين القانون والمجتمع. ثالثا وأخيرا pourquoi le droit familial Maroc il fait encore exception de la reconnaissance de la preuve électronique parmi évidemment 7 exceptions. Pourquoi il fait l'exception? Exemple, l'acte de mariage. Il ne fait pas foi si il est preuve électronique. Est-ce qu'on ne peut pas s'adapter avec la situation dans la relation entre la société et le juriste, etc. Merci à vous tous. Merci à vous. Le prochain. الأستاذ محمد مقيت والأستاذ رشيد مختبر الذي أهنئه اليوم بسنة سعيدة في اليوم 25 ماي باسمي وباسم جميع الطلبة. صراحة أستاذ مقيت أن موضوع التطور القانوني بالمغرب هو موضوع جد مهم، لأن
هناك جدلية لا مجتمع بغير قانون ولا قانون بغير مجتمع. إذا هناك أفراد ينبطحون طوعية إلى هذا القانون، وهناك أفراد هم قد نقول عنهم منحرفين أو خارجين عن هذا القانون، مما يجعل هذا القانون وجوده دائما ضرورة اجتماعية. سؤالي سيكون: هل بتطور المجتمع المغربي سيتطور القانون؟ وبما يتعلق فيما جاء في معرض مداخلتكم الأستاذي أن مدونة الأحوال أو لا مدونة الأسرة، أستذكر خطاب أمير المؤمنين في البرلمان حينما قال: أنا لا أحلل ما حرمه الله. إذن تدخل إمارة المؤمنين في هذا الصدد بوضع وسن مجموعة من التشريعات. وأعيد سؤالي أستاذي: هل بتطور المجتمع المغربي سيتطور القانون؟ وشكرا أستاذي. شكرا أستاذ حسن رشيد. قلت مع نفسي هكذا، لأن السي محمد الموقف تناقشت معاه كثير، ماشي اليوم ولا غدا نتناقش معاه، ولكن قلت تخيل انك طالب عندك 24 25 عام، شنو هما الحوايج اللي غادي تاخذ من المحاضره ديال السي محمد؟ بعجاله كطالب اللي باقي ما شادش مزيان، ماشي ديك القيمه وهذا. الاولى وانا كنتخيل انا هذا الشيء اللي كنا كنتكلموا عليه كان في الوقت ديال برينو ايتيان، الله يذكره بالخير الله يرحمه، ولا ديال بول باسكول. في هذاك الوقت كنا طلبه 24 25 كنا كنقول واش القانون غادي نبقاو نتكلموا عليه بهذه الطريقه، ولا كاين شي طرق اخرى، وداك الشيء كان دايخ غادي نبقى دايخين بحال هكا مع باش يبقاو الطلبه متبعين. اشنو غادي ناخذ من هذه؟ اشنو اللي غادي نستافد هكا نقول طالب هكذا افتراضي؟ الأولى أن النص وحده ما كافيش. يقررونا القانون المدني، يقررونا القانون الجنائي، القانون الدستوري، القانون الإداري، واحد 14 قانون اللي قريت. مهم تقراهم وتعرفهم وتنفعوني. الوقت اللي بدات ندير على الاجتماع ديال القانون ولا نفعلني يعني. ولكن ما كافيش، كاين واحد جوج خطوات اللي مازال نزيدو. الخطوة الأولى هو أن النص ما نازلش من السماء، هذه راه بسيطة. ما نازلش من السماء. إلا كان نماذج مستعمل اللي يكون في المكتبة ديالي وهز هذاك النص، خصني نقول شنو هما الحوايج اللي محيطين بالنص اللي خصني أنا نمشي نعرفهم ونقلب عليهم كمعلومة، ما نبقاش حابس قانون كذا قانون كذا كيقول كذا، كلشي غادي نعرفهم مزيان نعرفهم. ولكن في هذاك الوقت ملي غير كنفتح هذاك الباب ديال اشنو اللي خصني نعرف، ممكن تكون نظريات اللي تكلمتي عليها ومازال كنتي مختصر وعرفتي علاش كنتي مختصر. كاين النظريات وداخل النظريات ديال الانثروبولوجيا راه كاين تطاحن كبير، عندك تدخلوا في الانثروبولوجيا النظريه في البلاد ولا علم الاجتماع، كاين تطاحن كبير ما بين في النظريات ديال القانون والنظريات ديال العرف الى اخره. انا اللي كيهمني في الطالب والطالبه هو يكون اكثر من هذا. راه كاينه نظريه، والعرب في القرن الرابع الهجري ترجموا تيوريا بنظريه وكانوا كيفهموا شنو هي التيوريا. يقدر يكون عرب، يقدر يكونوا من جنسيات اخرى، دابا كنعرفوا بانهم ماشي كلهم عرب اللي ترجموا الافكار، ولكن ماشي هذا المشكل. تيوريا نظريه معناها تساعدني على النظر. تعرفوا في العربيه نظر الى القمر ولم يشاهده، نظر الى القمر ولم يشاهده. النظره ماشي هي كتشوف، النظره هي كتعرف فين توجه الاسئله ديالك. من غير نظريه ما غادي يكونش عندك اسئله، من غير نظريه ما غاديش يكون عندك الرهانات اللي تكلم عليها خويا، من غير نظريه ربما الفاعلين اللي ما يتعرفوش على البال ديالك فاعل. وهذه النظريه ديال الفاعلين انت كنتي كتعمل في السياسه ولا كنت كتعمل انثروبولوجيا، كتخدم في فيلاج ولا كتخدم في المعمل ولا نقابه، السؤال ديال شكون هاد الفاعلين وشكون هما الفاعلين، شنو هي شبكات العلاقه بين الفاعلين، هذا سؤال بسيط في العلوم الاجتماعيه. انت ملي يكون عندك نص قانون دستوري الفاعلين الى حد ما باينين، مثلا طالبه ممكن يكون امير المؤمنين، رئيس الدوله، الملك، الاحزاب، البرلمان الى اخره، اللوبيات الى اخره. هنا
اظن ان الطلبه مزيان تعطيو امثله من القانون الدستوري ديالنا هو شي شويه كيبان فيه الحرام وكيبان فيه الصراع وكيبان اهانات اوضح من القانون ديال الشغل اللي هو فيه واضح. كنشوف فيه شكون هما الفاعلين في اللي كيتكلموا على الشغل وملي كيدخلوا القانون ديال شكون هما الفاعلين الى اخره. ملي كنوضع السؤال ديال الفاعلين على الاقل انا عندي واحد من الفاعلين من المنتج البروديكتور يمكن كيلا من ترجمه اخرى احسن من لو بروديكتور ديالنا حتى اللي غادي يطبقها او اللي غادي يستقبلها. تكلمتي على الجوستيس فيها الضرائبين فيها الشرطيين فيها الانسبكتور دو ترافاي واحد اللائحه كبيره ولكن على حسب كنت فيها القاضي فيها المحامي فيها الكاتب الضبط فيها الواقصيه فيها عدد كبير منهم. هذه القضيه ديال انه سؤال هكذا نظري ما هو الفاعلون نمشي نشوف النظريات كيفاش وظفوا الفاعلون. شنو هي السؤال اللي نحبس هنا. الصيروره ايضا مهمه. الصيروره معناه ان هناك انتاج. اللي بغى يقرا مثلا المدونه الان كيفاش خرجت راه كاين محاضر كاين نقاشات اللي ما كايناش ضروره في النص. ولكن انا الا كنت انا كنوجد الدكتوراه بغيت كنمشي بعيد في القانون باش نقرا المدونه والفصل كذا الفصل كذا الفصل كذا الفصل كذا نقول شنو هو الرهان اللي كناخذ. مزال السوس خرجت الكتاب بعد ما قال شي كتاب ديال مزال السوس من فهم شي الفقهاء ممكن تكون بعض الامثله بعض الخبيرات. حنا عندنا اخبار لان الوزاره صديقه وحنا الوطنيه صديقه واصدقاء اخرين لانهم كيقولوا لنا المساله ماشي هذا. ملي كنقولوا القانون راه صيروره راه حنا بعدا خرجنا من النص. النص راه هو في هذاك الوقت كاين 1957 2011 ولكن ملي كتقول صيروره معناها كتدوز بزاف وكتمشي. هاد المفاهيم ديال الفاعلين الصيروره البناء الاجتماعي تكلم عن واحد القضيه كل هذه المفاهيم هي اللي كتساعد باش تعرف هذه اللوصل والطالب هذه هي اللوصل هذا نخرج من النص. شكون اللي غادي يساعدنا نخرج؟ كل النظريات يقدر يكون ماركس ويبر يقدر يكون ديوركايم يقدر يكون كاربوني يقدر يكون مالينوفسكي كل واحد شنو هذا. النقطة التاريخ جد مهم. أنا ما عرفتش السي جوار كيتقرا تاريخ القانون الروماني عندنا في المغرب فهاد كل والله يعطيكم السنة الدارجة. إنما حتى خاصنا نعاودو كيفاش ولو تكون ورشة غير ورشة وخا الاستاذ غير يخدم. انت انا ما كنفهمش القانون الروماني ديك شويه اللي كنفهم لافوكا عرفتي لي زافوكا كيفاش كانوا تما كاين الرضويه ديال باش تبداو باش تساليو باش توخا وكومون كونفابل راه بحر العمل تكلمت على هذيك المره باش نرجع لها العمل الفاسد العمل السوسي العمل الاخر. تاريخ جد مهم. وانا كنقول لكم الطلبه ما تسناوش الاساتذه ديالكم ما عنديش وقت كيقريك هذه دبر مخك واحد شويه كيما دبروا حتى حنا مخك واحد الوقت تاخذ البادره خصك تاخذ البادره هو كيحل لك واحد الطريق من بعد انت الشقاء. اخر حاجه دقيقه ونص دابا لا انت ماشي لا كاينين 4 طلبه كيتكلموا في البلاصه دونك 100 دقيقه. كاين الرهان كاين الى اخره اخر حاجه اظن اللي كتقرب من العلوم الاجتماعيه. اخر حاجه كتقرب له هو تقنيات البحث. انا الحلم ديالي هو طالب ولا طالبه شي نهار يقول لك انا راني الان عندي بديت كنفهم شي شويه كيفاش نلاحظ جلسات ومداولات في هذه المحكمه ديال الاسره او المحكمه ديال الشغل. انا فاهم في هادشي كامل غادي نشوف هذا القاضي اللي هو فاعل اشنو كيعمل غادي نحضر نعرف اشنو والله. وكاين هادشي ماشي كنجبدو كاين في عدد كبير من الدول انجلو ساكسون. حنا تابعين شي شويه فرنسا داكشي علاش شي شويه تقريبا شي شويه كتفونا شي شويه. كاين تخافوا في فرنسا اللي بداو في هذا كاين في بلجيكا اللي كنا شوف كاين الاكسترا ديال لي بروسي ديال لا برودكسيون ديال ترايلز اللي فيها فلوس. ملي كدير كتاب على شي حاجه اللي جرات على تابيت
ماشي كتاب مزيان نديرو كتاب على تاريخ يتباع اكثر من الكتب ديال الحياه. اذا هذا كاين هذه الملاحظه كيفاش انا كندرس واحد الحاجه واحد السؤال معين واش يمكن نلاحظ واش يمكن نمشي ندير شي حاجه. اذا كانت ما كانتش ماشي مشكل، ولكن المقابله اسهل. اذا كنتكلم على الفاعلين لكن الفاعلين كاين ربما انا صغير ما غاديش نمشي نتكلم مع خالد، ولكن ناخذ شي حاجه نقدم. المقابله جد مريحه. هذا هو اللي نقدر ناخذ من التاريخ اللي نتكلم سمعنا بالوقت على لا كوديفيكاسيون. في المغرب ما كانش لا كوديفيكاسيون، ما كاينش وجود، وفي فرنسا ما كانش وجود. الوجود دو نابليون راه شحال عندهم؟ جوج ديال القرون. الرومان كانوا سابقين. الرومان كانوا سابقين. كي كتكتبوا لو كود دابوغابي جوستينيير يعني يقول انت كتعطيني لا كوديفيكاسيون كنت سنتراليزاسيون ديال كتكون ماركوس ديال الدوله كيكون كود يكون حمورا يكون عند الفراعنه ولا يكون عند ديزاستيك. فما كانتش مركزيه ديال الدوله بطبيعه الحال كيكون داكشي مشتت. المجال القانوني تا هو كيكون مشتت. ملي كتكون الدوله مغربزه خصها ايضا حتى المجال يكون مجال وطني الى ابعد اقصى حد ممكن. سمحوا لي على الطاري وراه غير شويه شكرا للطلبه. واحد النازله الان اللي هي داكتواليتي واللي كنشوفوا فيها لو بوليتيك ولو جوريديك او ميم طون. هذا لو بروجي دو لوا سور les usages légaux du cannabis et la prise de position du PJD, alors que normalement un projet de loi ça passe par un gouvernement, le chef du gouvernement, le PJD, et le projet il est initié par le ministère de l'Intérieur, affiche des enjeux de légalisation, plus des enjeux économiques et de positionnement sur la scène internationale. Et on voit des positions figées, il y a des acteurs politiques, il y a le PJD, même le Parlement. Il y a une Guiran qui menace de quitter le Parlement. Quel est le degré de cohérence? Il y a l'acteur, il y a les normes. On a une question qui est à la fois juridique et politique. Alors je m'arrête là, tout simplement. C'est pas une question, mais parler de cette question d'interprétation qui existe depuis toujours. Hein. Donc, عند إخوان الصفا في إحدى الرسائل ديالهم ديال رسالة تداعي الحيوان على الإنسان، عند لافونتين، عند ابن المقفع، وعند جون جاك روسو aussi. يعني التأويل عندنا هنا مع كثرة المصادر ولي زانترميديير، كاين اللي قاري فيهم غير الشرع وكاين اللي كما قال الاستاذ يلاه ولاو لي جون éclairés plus ou moins sur le plan international, plan juridique. Mais il voulait que La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ou la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Surtout في القضية ديال مدونة الأحوال الشخصية في طلاق الشقاق. إلى حدود السنة الماضية كانت أكثر من 500,000 غير في الكوفيد نهار تحلات البلاد تحت 40,000 طلب ديال طلاق الشقاق، ولكن 40,000 a été comment dirais-je résolu. كل قاضي حل قضية وبزاف القضايا متشابهين بطريقته الخاصة. ما عرفتش انا بغيت نتساءل معكم ومن طون مع الاستاذ مقيت، صديق الى اي حد حنا غادي نخليو لانتربريتاسيون محلوله كلك الى غير غير، ومن بعد تلقى المراه مسكينه تقول لك انا ظلموني، ولا الراجل حتى هو تيقول لك انا ظلموني. في هذه لانتربريتاسيون ديال لا ريغل دو لوا او افيك لا مولتيبليسيتي دي سورس، où en sommes-nous
سؤال سيدة شنو الدور ديال الباحث؟ واش الباحث غادي يجي غادي يقيم واحد الوضع يقول غير صحي او هجين الى اخره؟ c'est-à-dire il émet un jugement de valeur sur ولا الدور ديالو هو انه قيام بمحاولة فهم تفسير الواقع لكن ممكن. انا كنظن الاشكاليه اللي طرحها بعض الاخوان في صيغه احكام القيمه ما غاديش نجاوب، ما غاديش نقول واش صحي ولا مش صحي. فالغدا اللي كيهمني وهو شنو كتعني كون ان الفاعلين واحد كيقول حنا بدنا انتربريتاسيون، واحد اخر كيقولوا ديال الى اخره، وكنحاول نفهم كيفاش كنوصلوا في مرحله معينه الى ضبط اذا كان ممكن استعمال الكلمه واحد المعنى معين اتفقنا il y a un consensus, il y a un accord, là il y a une position dominante qui s'exprime. اللي كيهمني هو هذا، je décris quelque chose qui se passe, c'est de comprendre ça et ce que ça signifie. donc واش صحيه ولا مش صحيه ما غاديش نفصلها، ولو انه على مستوى ولا في اطار اخر نقدر يكون عندي موقع نقول انا ماشي صحي ولا ماشي نقدر نقول، لكن ما كاينليش انا كباحث اللي كاين هو كنحاول نفهم في واحد الواقع معين كيفاش الامور كتكون فونكسيون. داكشي علاش كنجي ايغالمون الماده الانتهازيه كذلك الا خديناه بواحد المعنى نيجاتيف ما نتفقش معاه، لانه ملي كنشوف في واحد الوضع قانوني معقد كومبلكس كومبوزيت الى اخره ما كان ça m'intéresse pas باش نجي نقول لا سميتو الدوا ماروكان n'arrive pas سميتو à trouver توحيد l'unité dont c'est pas intéressant. j'essaie de voir comment ça fonctionne. مثلا كنشوف بانه ملي كيكون عندك واحد منظومه كومبلكس كومبوزيت كما الكتاب سميتو كتكون الامكانيه بالنسبه ليزاكتور انهم يلعبوا على هذا وتؤدي الى واحد النوع من النتيجه. مثلا في القضيه ديال مثلا الريفورم ديال المدونه والمفسده والكود الافراد، هذه القضيه ديال الاعتراف بالمراه والدور ديالها في الطبيب في الكونستيتيون الباتريموان والحق ديالها في ليزاكي كيفاش وصلنا لها؟ كانت عن طريق حق الشفاء كدوز الاستعاده. بأي طريقه وصلنا لها حقيقه الامر اذا جينا ندرسوا، وهذا وقفت فيه في واحد الدراسه جينا ندرسوا هذا حق الشقاوه راه ما عنده حتى شي علاقه في الاول بهذا المجال. في الاول شنو هو اللي كدوز الساحه؟ وهو مجال ديال الى فكرنا بهذه الكاتيجوري اللي ما كانوش قبل في الوقت المباشر ديالو دغوا الطرافاي. واحد فلان كيخدم مثلا، وهذه كاين فتاوى في القضيه ديال الكتب السياحيه اللي كتحط الحاله ديال الولد خدم مع باه كاين كدوز السياحيه وعنده الحق بانه يلغوسوا اون كومبونساسيون. دونك ما كناش في المجال ديال الاسره، كنا خارج المجال ديال الاسره وكنجيو في واحد الوقيته وكنطرحوا الاشكاليات ديال المراه بالنسبه كما قلت في التربيه السيتيغير ما كاينش مشكل، لانه المراه كتعرف كتشغل الى اخره. فين غادي تطرح المشكل؟ فسميتو هنا كتلاحظ واحد القاعده غاديه كتمر من مجال الى مجال حتى كتجي تطرح المشكل. واش المراه طرحت المشكل المراه اللي ما مزوجاش حتى هي عندها الحق في الزواج، ولكن ملي كيجي في اطار الزواج هنا كيولي المشكل. الفقيه هنا ما كيبقاش يعترف بكلام المراه ماشي خدامه، دونك عندي رافق هو اللي كان داك المسؤول ولات في مشكل. دونك هاد لو سونس هاد المعنى
هو اللي في واحد المرحله معينه كان في يديه لي زاكتور الجمعيات عن الحق وعن الخطا، بحق عن الخطا، لان الباحث كيبين على انه الفطره ماشي هذا هو المشكل، ولكن كاينه واحد الصوره واحد سميتو وجعلت انه هذاك لو سونس نبت شويه في هذاك من خلال المناقشه الى اخره، وتبناو الناس على انه فينا واحد السعيه يحق المراه المزوجه انه تكون ذاتي، ولكن هذا راه هو اللي ساعد المشرع بانه يجي يغير ويدخل في المدونات. فهمتيني في المعنى؟ هذا التشكل الكارت كومبوزيت دو دروا في كو لي زاكتور المشرع كيقدر يلعب بين هذوك يدخل سميتو قضيه مثلا السلاليات. طرح المشكل ناض المنسدة نتاعها قال ما سيروا العرف باش يحبس القضيه، ناض الصداعات الى اخره، وفي الاخر هذا النوع ديالو هو اللي كيكون مهم في فهم تشكل القانون. وهنا كنجي المفهوم ديال هيجل اللي كيقول لك راه القانون راه ماشي فقط غير هذيك النصوص، لا، القانون هو تو هذاك البروسيسوس ديال لا لوت موني بار لي انديفيدو لي زاكتور اللي كتوصلك واحد المفهوم وكتحاول تعطيه واحد لا كونسيكراسيون في لا لو في لا نورم. وما يعنيش بان لو بروسيس انتهى، لانه من بعد لا خاص يجي هذاك ويجي فان انتربريتاسيون الى اخره الى اخره. الوغ سي فري كتعقد الامور، لانه ملي كيعملوا بليزيور سورس بليزيور سميتو كتولي واحد التشتت. هنا الاشكاليه ديال كيفاش الماجسترا القاضي كيتعامل مع هذاك وكيف الانترفاس، واحد يشرك وواحد يغرب، وكيولي انه لو رابور ديال الماجسترا ني با افيك اون لوا جينيرال اي بيرسونيل، ولكن ماشي المشكل هذا بالنسبه للباحث يفهم علاش القاضي راه هو متكون فقرات كيكون حتى عنده مرجعيات ديال البوزيتيفيست وديال الفقه كيكون عنده، ولكن كيجي هذاك القاضي وكيجي يقول انا واحد الحاله كيبقاش يخمم. هذه راه كنا هذاك كونكري مثلا ديال لا كود لا فامي، مثلا الحالات واش البنت عندها لاج ولا ما عندهاش لاج جوج، القانون كيقول لك الى اخره. القضيه اش كيجي يوجد نفسه امام حالات ديال علاقه خارج اطار وكينتج عنها حب مشكل قدو قداش، اما غادي تجيب منطق زعما الوا انا الوا جينيرال بيرسونيل وطبق القانون تلك، ولكن شنو هو المشكل؟ انا خلقتي واحد حاله فوالا كاس سوسيال قدو قداش، وهذيك البنت غتمشي لانه مش على البنت ولو لي بارون الحشومه ولا هنا الى اخره. هذا القاضي قال لي ملي كنجي في الحالات كنولي جو ريزون دو نوت مانيير. دونك هنا لا راسيوناليتي ديال لا ريزون ديال الفقه كتكون غالبه على البوزيتيفيزم. الفقه ولا رجل الفقه الهاجس ديالو هو يحل واحد المشكل، واحد الحاله باخذ الاعتبار الجانب الاخلاقي، الجانب الاجتماعي الى اخره، كيولي يخمم غير في هذاك. بالنسبه لي خاصو يحل هذاك المشكل ويعطى الشرعيه على هذيك الحاله هو داز حل المشكل. لكن اذا جا خدم المنطق الاخر ديال لا لوا جينيرال باسون طبقات تلك خلق مشكل دور قداش. دونك سي ماتيريس voir un peu les acteurs comment ils raisonnent, comment ils pensent. واش دار مزيان ولا مازال. انا راه في الاول ملي قبل ما نمشي ندير هذاك الانترفيو مع القاضي نقول هذا القاضي ريجي ما فهمش القانون ما باغيش، ولكن ملي كتمشي كتذاكر مع كتشوف كيفاش كيواجه واحد الوضع، هنا كتفهم العقليه ديالو لا سنتي ديالو. إذا كنت في راسو عارف راسو بأنه سي با تو تافي لا لوا، ولكن بالنسبه للمشكل ديالو الخلاقي الاجتماعي اللي خاصو يجبر عليه. دونك هذا النوع ديال التفكير كنجبرو باقي متواجد عندنا في فرنسا مع فرنسا ولا في الدول الاوروبيه كاينه واحد الثقافه بوزيتيفيست بونكري داخله،
كيتعامل بمبدا لا لوا جينيراليا بيرسونيل. حنا باقيين في واحد الوضع يلاه كنتعاملوا بالموديل التكنولوجي مي او ميم طون باقيين في واحد الثقافه كتعنا كنتعاملوا مع الفيق ومع واحد لا راسوناليتي ديال الفيق ومع الاعراف ومع هذا. دونك خاصني نفهم كيفاش الامور واش مزيان ما مزيانش. هذا سا نوت بروبليم، واش متفقين ولا لا هذا سا نوت بروبليم. مي لو رول ديال الباحث هو يفهم الجواب معقد وكيفاش الامور كتسير منها غادي تنتج واحد. هنا كنوصل قضيه ديال التغيير من يشرع. هنا فين كنجيو الا خدينا لواحد المنظور قانوني محض، كاين مشرع كاين الكونستيتيون كاين لو بارلمون كاين في حين انه الا خديتيها من زاويه السوسيولوجيه كيبان لك المشرع حاجه معقده، لانه حتى البرلمان كيدير واحد الصيغه اش دخل فيها دخل فيها شحال من سميتو خدا على الاعتبار هاد الفاعلين وهذا وحاول سميتو علاش الصيغه ديال المدونه مومون دوني كاكسبتا باسكو كيلكو بار الكونجوانيي ان بو ديفيرونت ديال سميتو. الوغ المقاربه قالوا الاخ واش انا مقاربه فلسفه كما توضحت ماشي فقط فلسفه، الا بغينا نحاولوا تكون عندنا ابروش من سونتي هو نفهموا شنو هو الرهان ديال الدروع. ما خصكش نكتفيو بالمرجعيه القانونيه محضه، ما خصكش نكتفيو فقط بالمرجعيه الفلسفيه محضه او السوسيولوجيه محضه. خصنا نحاولوا ان بو كيلكو بار كومبيني هاد لي بيرسبكتيف كاملين ونفهموا من خلالها. جو بونس بانه ما عرفتش واش نجحت ولا ما نجحتش، بانه حيت حاولت كذلك اخذ بعين الاعتبار ما يقوله الفيلسوف في هذا المجال، ماشي فقط كذلك سميتو المنظومه ديال الاطوار العلم السوسيولوجيه السياسيه وخديتو كمرجع، ومن خلاله خديت واحد الموقف على الرهان ديال. دونك اللي كنحاولوا نفهموا واحد الحاجه، نحاولوا مولتيبليي لي زونغ دو فيو. كل واحد عنده ما يكون، وكل واحد كيعطيك واحد سميتو واحد الزاويه كتشوف منها وكتجعلك انك تفهم ان توكا بالنسبه للموضوع اللي هنا كتفهم الرهان ديال القانون. كاين بزاف سميتو كاين القضيه ديال لابوستاجي، كاين موقف سميتو ريغوريست الى اخره. سي با سي سامبل كو سا، لانه في الستينات القضيه الباهيه راه سي التريبيونال الادمنستراتيف الاول هو اللي كانت في واحد الكونتكست بوليتيك الى اخره، وإفكتيفمون كان مواقف قول السنة كلشي مكعب 62 63 ما خانتيش. ويا يو ان بروميي جوجمون دو تريبيونال دانستونس، وهذاك لو جوجمون صدر حكم بالاعدام. باقي محمد الخامس عايش؟ لا في الستينات في الوقت الحسن، لانه انا ديال البارتي كومونيست ديك الحاجه فوالا سي سا لا ديك ديال البارتي كومونيست. لا هو في القضيه ديال التريبيونال دانستونس صدر حكم بالاعدام. اي القاضي تعامل ليس بالمرجعيه القانونيه ديالك، يتعامل بالقاضي الفقه او كما يفهمه هو الفقه. 62 63 الا ما تاع 62 فوالا دونك سي من بعد جوست فوالا هذا القانون اللي كيبطل الامور دونك بس سي فري. دونك ملي وصلت لافير au niveau de l'appel, le jugement du tribunal a été annulé. Tout simplement, parce qu'il a fait jouer uniquement le code pénal. Le code pénal, il n'incrimine pas la personne. Absolument, parce qu'il y avait l'ancien code pénal 53. Et donc, ma incrimination de l'apostasie, donc j'annule. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que dans les années 80, etc., au niveau de la Cour suprême, la Cour d'appel, ce qui est intéressant, c'est que le juge est allé loin. Il a fait référence non seulement au droit interne, mais au fait que le Maroc il a ratifié les pactes internationaux. Donc, le Qadi استعمل المرجعية ديال القانون الدولي.
الإحالة القانون الدولي كيعني بأنه كون أن المغرب لا راتيفيي سونز أوكون ريزيرف غادي تستعمل هذه القضية وقال بأنه القانون المغربي أون نو بو با كونداني ويستعمل المرجعيات ديال القانون الدولي. سي انتريسون. دونك حنا هذا هو اللي كيهمنا في سميتو. الوغ غير قبيله كنت الاخبار ريسامون غير ديال سميتو واحد الخبر هو التريبيونال ادمنستراتيف الجوج دو تريبيونال ادمنستراتيف عطى الحق المراه انه البينيفيسي ديال سميتو لا سي ان اس اس من خلال مشى بعيد لانه ضرب بعض القانون كما يتوجد واحال الى القانون الدولي الى اخره. سي انتريسون واش الحقيقه لازم نشوفوا الزاويه القانونيه المحضه راه اللي دون الطور باسكو نا با لو دروا دو ميكانيسي خاصو يحيل ايفونتيلمون على شامبر فا لا كور كونستيتيسيونيل يا اللي غادي تقولي واش كاين هذاك سميتو واش محضر الى اخره خاصو يمر بواحد المسطره هو جا دار دونك الناحيه الشكليه ولكن سي انتريسون du point de vue ديالك سي با سا ديال انا واش نحضر سي انتريسون كيس كي سباس في la mentalité d'un magistrat, c'est ça qui est intéressant. Et ça dit quelque chose. C'est la manière dont le droit évolue au Maghreb. Je pense que. Alors, là, donc, voilà, en vrac, de façon désordonnée, كنمشي هذاك واش تطور المجتمع هو اللي غادي يؤدي لتطور القانون ولا تطور القانون؟ الواقع يعطيك منظومة قانونية في المغرب متعددة. ليس من اختصاص الباحث أنه يفضل مرجعية على الأخرى، بل ما يميز الباحث هو كون أنه يحاول فهم الدينامية التي تنتج عن تفاعل هذه المرجعيات. هذا التفاعل في بعض الأحيان يكون حافز للتغيير، ولكن في بعض الأحيان يكون عائق للتغيير. تغيير منشود تفرضه عوامل عدة ومتداخلة، من بينها تراجع القانون في مجالات مختلفة، ما يضع التطور القانوني بالمملكة محل استفهام، ويزيد التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع. في بعض المجالات ليس هناك تطور، بل بالعكس يمكن أن نلاحظ أن هناك تراجع في المنظومة ديال الحقوق، ولكن اللي مهم في التفكير الباحث يقف عند كون أنه هناك تراجع في القانون. المشكل هو كيف نفسر هذا التراجع، وفي بعض الأحيان يمكن هذا التراجع في الحقوق يمكن أن يعطينا الانطباع أن هناك تقدم في رهان القانون.